Dans notre précédent podcast consacré à la contradiction entre modernité et tradition, nous avons vu comment, dans la doctrine Xi, cette contradiction était en quelque sorte dépassée. Comment Xi Jinping tentait d'en faire une complémentarité. Alors, comment ça se formule dans la rhétorique des objectifs de centenaire de la doctrine Xi? Comment se formule ce dépassement de la contradiction entre modernité et contradiction dans la doctrine du rêve chinois? Et qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, on peut d'abord faire remarquer qu'il y a un chapelet de concepts qui servent à définir le deuxième objectif de centenaire. Souvenez-vous, un pays socialiste et moderne, riche et puissant, démocratique, civilisé et harmonieux. En chinois, Fujiang, Mingzhu, Wenming, Hexie, Shehui, Xiandai-hua de Guojia. Donc une formule volontairement longue qui dit beaucoup de choses. Les notions d'harmonie ici et de civilisation me semblent très importantes parce que, par rapport à la question que nous nous posons, ce sont justement des notions qui font référence à la tradition des discours confucéens. Au contraire, les notions de démocratie et de modernisation relèvent d'un registre plus récent. Donc on voit qu'il y a un mixage des notions, des registres. En vertu de sa nouvelle et longue histoire, le socialisme est la notion qui fait trait d'union ou fil directeur historique, qui lie tout le passé au temps présent, de la société de moyenne aisance évoquée, comme on le disait dans le livre des poèmes et le livre des rites du corpus confucéen, c'est-à-dire nous renvoyant à une vénérable antiquité chinoise, jusqu'à sa réalisation au fait du premier centenaire 2021, en passant par le mouvement du 4 mai 1919. Peut-être un petit mot par parenthèse sur ce mouvement du 4 mai 1919, parce qu'il n'est pas connu des Occidentaux. Bon, c'est un mouvement déclenché, nous dit Jacques Gernet, par les étudiants de Pékin à l'annonce de l'octroi au Japon des anciennes possessions allemandes en Chine, donc en 1919, et donnant, je cite encore Gernet, une impulsion décisive au développement des courants politiques et littéraires les plus radicaux. Les influences occidentales sont de plus en plus sensibles et n'excluent pas, en fait, certaines conjonctions entre tradition chinoise et occidentale. Voilà ce qu'écrivait Gernet dans Le Monde chinois, page 561-563. Et on pourrait rajouter, citant la note 2 du tome 1 de la gouvernance de la Chine, dans laquelle le discours officiel chinois résume ainsi le mouvement du 4 mai 1919, je cite, « Dans l'après-midi du 4 mai 1919, plus de 3000 étudiants de l'université de Pékin et d'autres écoles sont descendus dans la rue. Marqués par la création du journal Jeunesse, devenu ensuite Nouvelle Jeunesse, en 1915, le mouvement de la nouvelle culture, sous la bannière de la science et de la démocratie, apprenait une nouvelle morale et une nouvelle littérature. Le mouvement du 4 mai a marqué la fin de la révolution de la démocratie ancienne et le commencement de la révolution de la démocratie nouvelle en Chine, ouvrant ainsi une nouvelle page de l'histoire révolutionnaire chinoise. Tome 1, donc note 2 de la gouvernance de la Chine, page 213. Bon, je ferme la parenthèse sur ce mouvement du 4 mai 1919. Enfin, j'ai suffisamment souligné que Xi Jinping n'était pas le premier à avoir tenté de marier tradition et modernité. Donc je reviens à mon propos, je souligne que l'objectif de centenaire se formule dans un syntagme qui marie rhétoriquement des notions qui font référence à la tradition avec des notions qui font référence à la modernité. Cet objectif de centenaire n'a pas seulement des accents traditionnels, il a un caractère transhistorique et il s'enracine dans le présent. Précisons le caractère totalisateur de la formule. Fu renvoie à la richesse, donc au projet économique. Qiang renvoie à la puissance et au pouvoir, au projet militaire. Mingzhu renvoie à la démocratie et au projet d'un type de fonctionnement des institutions politiques. Wenming renvoie à la civilisation et au projet d'une politique culturelle civilisatrice, tout comme Hexie d'ailleurs, qui signifie harmonie, qui renvoie à l'harmonie, donc
au sens confucéen du terme, traditionnel et à un projet social. Le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère se nomme comme projet traditionnel, mais de nouveau actuel, multidimensionnel et exhaustif, économique, militaire, politique, culturel et social. Mais prenons le temps de préciser encore quelles sont donc les innovations de cette renaissance des Song qui inventa ce que Jacques Gernet considère comme le trait saillant et caractéristique de la modernité. Alors, puisque je cite Jacques Gernet, je souligne qu'il faut absolument relire sur ce point Le Monde chinois et le livre 5 du Monde chinois, c'est-à-dire le chapitre intitulé « Les temps modernes », pages 261 à 306. S'il faut y revenir, c'est parce que le renouveau chinois actuel est la renaissance d'une renaissance. Cette renaissance, c'était celle des Song, qui elle-même était la renaissance des Han. La dynastie Song, rappelons-le, c'est le milieu du Xe siècle jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Très grande dynastie, immense dynastie pour les Chinois eux-mêmes, le sommet sans doute de la civilisation chinoise et un modèle donc qu'il s'agit de faire revivre. C'est une dynastie commerçante, par opposition à la dynastie militaire qui la précède, la dynastie Tang. On y reviendra sans doute. Mais ce qu'il faut souligner aujourd'hui en référence à ce que dit Jacques Gernet, essentiellement, c'est une conception de l'État fondée sur le développement massif d'un fonctionnariat dont les principes avaient déjà été posés par la dynastie Qin, en supplantant les rapports de vassalité typiques des dynasties pré-impériales ou en limitant le clientélisme concurrent des eunuques, c'est-à-dire une dynastie fondée sur le recrutement par concours qui encourage la compétence et qui valorise le mérite. Et plus essentiellement encore, c'était une conception moderne de l'État, en ce que l'État y était dirigé non pas par un despote, comme le croira à tort évidemment Montesquieu, comme on le dira trop souvent après Montesquieu, mais dirigé par un conseil d'État composé de 5 à 9 membres élus à la majorité et qui gouverne au moyen de 3 ministères essentiels. Sous les Song, on avait un ministère de l'économie et des finances, un ministère des armées, un ministère de la justice et de l'administration. Et on gouvernait sur le fondement d'une loi distributrice de récompenses et d'indignité, bien sûr. Et ça, c'est l'inspiration légiste. L'inspiration légiste de l'école de la loi devant laquelle tous sont égaux. Voilà quelles sont les caractéristiques essentielles de la dynastie Song, voilà quelles sont les caractéristiques essentielles de l'État tel qu'il a été pensé par la dynastie Song. Telles sont les raisons fondamentales pour lesquelles Jacques Gernet peut dire, d'une manière audacieuse, mais qui mérite néanmoins d'être entendue, que c'est là que commencent les temps modernes, c'est-à-dire 5 siècles en Chine, avant la Révolution française, qui, de ce point de vue, peut être pensée comme une conséquence lointaine de cette révolution de l'État sous la dynastie Song. Donc notons bien ceci, si nous voulons penser le monde à l'échelle du monde, la modernité ne commence pas au XVIIIe siècle avec les Lumières, elle commence quelque part entre le Xe et le XIIIe siècle en Chine avec la dynastie Song. Et deuxième point important, deuxième conclusion de cette capsule, de cette discussion du jour, le renouveau de la nation chinoise et la renaissance de cette dynastie Song, qui elle-même était la renaissance de la dynastie Han. Donc c'est la renaissance d'une renaissance qui nous situe dans une histoire de très long cours, une histoire bimillénaire au moins, une histoire de 2200 ans. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces réflexions sur la modernité de la Chine ancienne, du point de vue d'un historien, politologue, que vous connaissez peut-être, Fukuyama. Nous en parlerons dans la prochaine capsule. À très bientôt.